Ok, donc c'est en fait, j'ai extrait cette présentation d'une thématique qu'on avait abordée dans les derniers NI Days qui ont eu lieu à Paris, où on avait présenté un sujet dans le cycle de, de data, de big data et d'intelligence artificielle avec mon collègue Aurélien Lizo. Et toute une partie de cette présentation était concernait le stockage des données avant leur analyse. Et donc j'avais présenté le sujet des data lakes, entre autres, sur ce stockage de données. Le sujet a un peu évolué depuis, donc je pensais que c'était pas mal de reprendre le sujet puis de le représenter un peu de manière globale, puisqu'on peut y être confronté de par nos métiers. Voilà. Et il y a différents outils qui permettent bien sûr d'y aller, donc je vais aborder aussi ce point-là. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Philippe Brault, je suis développeur LabVIEW depuis quelques années. Je suis passé par la Caseni dans les années 2000 et avec Rossiu, on a créé Phalanx en 2011 sur Nantes, donc on est toujours là. Et j'en profite pour faire un peu de pub pour le LabVIEW User Group de Nantes aussi, qui existe, qui est un peu moins âgé que le Luge, qui existe quand même. Voilà. Et donc, oui, comment? Bon, ok. Donc voilà, donc ça c'est pour nous. Alors, cette conversation est partie de différentes expériences qu'on a pu avoir et puis de besoins qu'on a pu rencontrer chez nos clients, mais on y est tous un peu confrontés aujourd'hui. Donc là, j'ai pris deux exemples qui sont assez connus et assez marquants pour deux choses. Déjà, les quantités de données. Le CERN, quand ils font une acquisition quand ils font un essai, ils acquièrent pour 1 pétaoctet de données pour un essai. Et ça, c'était en 2015 quand on avait fait une journée architecte là-bas. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de ce qu'on avait vu là-bas, mais quand ils parlaient, les ingénieurs là-bas, c'est à peu près la quantité de données qu'ils avaient à l'époque. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, c'est encore plus. SpaceX, eux, ils acquièrent 1 pétaoctet de données à la seconde lors du lancement d'une fusée. C'est gigantesque, quoi. Pourquoi? Pour pouvoir rejouer après les modèles du décollage de fusée, pour pouvoir trouver des correctifs, pour pouvoir recomparer leurs données physiques contre les modèles, justement, et pouvoir affiner le modèle de manière à pouvoir envoyer la fusée et que la fusée elle revienne toute seule, comme ça, elle se remette en automatique. Autre point commun entre ces deux boîtes, elles utilisent LabVIEW. Le CERN, ils ont des châssis PXI tout autour de l'anneau, programmant LabVIEW, LabVIEW-RT, et SpaceX aussi, tout ce qui est au sol, c'est du LabVIEW. Si vous trouvez des images sur Internet, on a sur les écrans, bon, c'est pas très beau, c'est un peu flashy, enfin moi, à mon goût, ça ne l'est pas, mais je suppose que c'est pour tenir les opérateurs réveillés, mais c'est du LabVIEW. Donc, ils ont ces problématiques-là et qui sont abordées avec les outils que nous utilisons a priori tous ici aujourd'hui. Alors, dans la vie d'une donnée, là j'ai repris un petit peu la vie de la donnée de manière un peu basique. On va venir acquérir ou générer des données avec des données brutes ou qui vont être déjà pré-traitées. Elles vont être envoyées vers du stockage, soit en local, typiquement sur la machine d'essai en direct, soit sur un serveur. En règle générale, chez nous, on utilise plutôt du SQL, ou vers le cloud. On peut avoir la demande de plus en plus. Et ensuite, le but de tout ça, c'est de pouvoir utiliser les données après. Donc, soit les archiver pour les choses qui sont importantes. Typiquement, dans des essais, si on fait des essais, je ne sais pas, sur des appareils qui vont être utilisés à but médical, on a besoin de conserver une preuve des essais qui auront été faits. Donc, il faut les conserver en PDF, par exemple, avec estampillé, voilà, on a fait tel essai, telle date, etc. Ça peut être de l'analyse sur des groupements d'objets, regarder s'il y a eu des défauts. Par exemple, un test de casque de chantier, il y a toute une série qui est mauvaise, ça peut être bien de revenir en arrière, voir ce qui s'est passé, et génération de rapports génériques, voilà, pour regarder sur, je sais pas, des milliers d'essais, voir un petit peu, faire des moyennes, voir un peu ce qui a pu se passer. Donc acquisition, génération, stockage, utilisation des données, on retrouve un petit peu les concepts TNI de acquire, analyze and present, que l'on peut trouver dans LabVIEW Core 1, par exemple, tout simplement. De plus en plus, nous, on a eu la demande de stocker, non pas sur serveur, mais quasiment carrément dans un cloud. Moi, je l'ai eu chez 3 clients déjà.
qui nous ont demandé d'utiliser des technologies cloud. Et c'est là où, à la base, on vous vend ça comme étant super simple. Vous inquiétez pas, vous envoyez des trames, on réceptionne les fichiers, c'est super. Et c'est là où ça peut vraiment se compliquer, en fait, puisque c'est jamais simple. Il y a différents types de fichiers sur lesquels on va travailler. Alors là, j'ai pas tout mis, hein, bien évidemment. J'ai pris que des petits échantillons de fichiers typiques sur lesquels on peut travailler dans nos métiers et qui peuvent être nécessités d'être enregistrés. Donc TDMS, fichier un peu standard pour faire des acquisitions, fichier JSON, où on peut réciter les fichiers .ini aussi, les fichiers CSV, des blobs, donc Binary Large Objects, c'est quand on met tout sous forme binaire et on les envoie. Par exemple, les fichiers journaux que l'on peut utiliser en LabVIEW, qui sont organisés plus ou moins par un cluster, et qu'on peut enregistrer de manière binaire avant de les envoyer en sauvegarde. Des fichiers vidéo, des fichiers son, donc là, qui peut être avec différents formats, et quand on met le doigt dans les codecs, ça peut être extrêmement compliqué de s'y retrouver. Donc il y a tous ces formats que nous, on peut venir acquérir, générer et envoyer sur un archivage. Alors il y a différentes stratégies pour venir l'archiver de manière soit serveur, soit cloud. Cloud qui est juste en fait finalement une manière de stratégiser son enregistrement serveur, puisque c'est juste des serveurs qui peuvent être un peu plus loin ou un peu plus diffus par rapport à l'utilisateur. Il y a quelques mots. Alors j'ai volontairement laissé les mots en anglais. À la fin de la présentation, j'ai remis un petit glossaire qui redonne les équivalences en langue française. Parce que c'est tout simplement ce qui est le plus utilisé dans la littérature et malheureusement par nos clients dans les cahiers des charges. Donc plutôt tendance à mettre le mot le plus usité. Donc le plus connu, c'est le data warehouse qui va être utilisé pour supposément utilisé pour enregistrer de manière architecturée les données. Donc on va partir sur une base qui est bien architecturée. Typiquement, on va enregistrer à tel endroit les résultats des expériences faites par le laboratoire numéro X, tel jour, telle date, tel mois, etc. Et tout est estampillé et bien archivé. Le data mart, qui lui va être un stockage spécialisé, en général sous le data warehouse, donc, qui est qu'une partie du data warehouse. On va dire que si le data warehouse c'était un grand magasin, le data mart ce serait une allée, quoi. Voilà, un peu spécialisé dans un type de produit. Et une autre approche que l'on peut avoir, que l'on a trouvé sur notre route ces dernières années, c'est le data lake, qui lui va être beaucoup plus horizontal et va être beaucoup plus permissif dans l'enregistrement. Il va dire voilà, tu peux m'envoyer tout un tas de types de données sous la forme que tu veux. Et je vais les stocker de manière assez horizontale et avec la possibilité de venir rechercher telle ou telle donnée. Voilà. L'ensemble n'est pas forcément structuré. J'insiste sur le pas forcément. Mais vous imaginez bien que si on dit aux gens vous pouvez enregistrer n'importe quelle donnée de manière pas structurée, ça va pas bien se passer. On va avoir des problématiques. Pas forcément structuré, ça veut aussi dire que qu'on va pouvoir justement ajouter différents types de solutions. Ça veut aussi dire que les différents types les différentes stratégies d'enregistrement vont pouvoir coexister. L'avantage de cette stratégie de data lake par rapport au data mart et au data warehouse, ça veut dire que ça va être beaucoup plus flexible. C'est-à-dire qu'on va pouvoir enregistrer la donnée et puis pouvoir les récupérer de manière et interagir avec de manière beaucoup plus libre. Qui dit liberté veut dire aussi que ça peut prendre plus de temps aussi de traitement et de recherche des données. Ces données peuvent être brutes ou raffinées, c'est-à-dire qu'on peut vous demander carrément d'envoyer les données brutes sur la data lake et vous dire ne vous inquiétez pas, de toute façon elles seront raffinées plus tard. Dans nos cas, ça arrive moins souvent tout de même. Les données ont quand même tendance à être pré-traitées. Mais il y a des cas, notamment, je pense à tout ce qui est IoT, où la donnée peut effectivement arriver un peu brute et peut être analysée plus tard. Alors, il y a une comparaison que j'aime bien. C'est si le data mart, c'est un magasin d'eau en bouteille, voilà, empaqueté pour une consommation facile, le data lake, quant à lui, est une grande source d'eau à l'état naturel. Donc, ça, c'est dans les notes que j'aurai dans la présentation, donc si vous y avez accès, vous pourrez aller voir. C'est une très belle comparaison que j'aime beaucoup. En fait, quand j'ai entendu parler un peu de data lake la première fois, j'ai dit, mais attendez, si on structure rien, ça va être... c'est une catastrophe, quoi. Enfin,
Enfin, si vous, enfin, j'ai peu confiance, pas forcément structuré, et c'est là que je déconne. Oui, c'est un peu ça, ouais. Quand on dit on laisse les gens faire un peu ce qu'ils veulent, j'ai tendance à dire, mais attendez, ça va être l'anarchie dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que ça va être n'importe quoi, ça va être inexploitable. En fait, non, puisque on va voir plus tard que justement, c'est pas si anarchique que ça. Donc déjà, quand on cherche aujourd'hui, donc là je vous parle en 2023, un système pour gérer un data lake, on va être tous les fournisseurs vous disent on respecte les propriétés ACID. Alors, ACID, c'est pour atomicité, cohérence, isolation, durabilité, qui veulent vraiment dire quelque chose et qui doivent être utilisés pour que le data lake soit vraiment efficace. Atomicité, c'est-à-dire que, comme j'ai mis que les opérations s'exécutent en un seul bloc, donc est-ce que quand je dis de faire une action, elle va aller jusqu'au bout sans être interrompue? Cohérence, c'est qu'une modification à un endroit va pouvoir intervenir sur toutes ces copies. Là, l'exemple qui me vient en tête, c'est GitHub. Je crois qu'on l'utilise à peu près tous. Quand j'ai un collègue, mettons à Grenoble, qui fait une modification sur un projet, logiquement, quand je date mon projet ici à Nantes, il est à jour et on partage, on travaille sur sur les mêmes modifications, enfin sur la même base en fait. C'est ça qui est plutôt intéressant. Isolation, c'est l'isolation qui est en cours va se faire isolement des opérations effectuées en parallèle. Là, ça m'a fait penser à l'exemple de la banque, du compte en banque que l'on peut avoir dans LabVIEW Core 1. Je sais pas si, non, LabVIEW Core 3, excusez-moi. Alors, je prends des exemples dans les cours de LabVIEW, dans les cours LabVIEW, mais bon, c'est parce que je me suis dit c'est un peu la base qui peut peut-être un peu nous parler à tous. Il y a l'exemple d'une banque pour l'utilisation des sémaphores, où on va avoir un compte en banque dans lequel on va venir mettre de l'argent et retirer de l'argent. Si je mets 50 € et qu'en même temps je retire 50 € de mon compte, à la fin, logiquement, la variation, ça doit être 0. Mais si les deux actions se font en parallèle et qu'il y en a une qui se termine avant l'autre, je peux très bien finir avec mon compte à plus 50 € ou à moins 50 €. Voilà, c'était ce petit exemple-là. Donc ça, c'est le fait de pouvoir bien isoler les différentes opérations, surtout sur ce genre d'organisation qui sont un peu plus grosses. Et la durabilité, c'est est-ce que la modification que je vais faire sur ma base de données va être pérenne. Là, je prends l'exemple de la place de cinéma ou de la place de train ou d'avion. C'est dire, voilà, une fois que j'ai réservé ma place, est-ce que je suis sûr de toujours l'avoir dans 1 heure ou 2 quand je vais arriver au cinéma? J'espère bien. Voilà, et que les nouveaux arrivants dans le cinéma vont pas m'expulser de ma place de cinéma. Voilà. Alors, attendez, rien. Hop, alors, il y a des modèles de base de données qui s'écartent des propriétés acides, mais sont de moins en moins utilisés parce que c'est un peu trop anarchique. On parle aussi de NoSQL. Donc, à la base, alors, selon la personne avec qui on parle, ça je l'ai eu quand justement j'étais à l'étranger. NoSQL, ça peut vouloir dire pour certains pas de SQL du tout, donc pas de formalisme SQL, mais ça peut vouloir dire aussi not only SQL. Donc il faut faire attention aux définitions avec qui on parle. Moi, je préfère la définition not only SQL, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se baser que sur du SQL. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on est confronté à ce genre de système, moi j'aime bien qu'on me dise oui, mon système, vous envoyez une trame SQL et puis je m'adapte, quoi. Il le reçoit, il l'intègre et puis il s'en débrouille. Et ça, c'est hyper important pour nous. Il y a eu plusieurs projets sur lesquels ça nous a pas mal sauvés. Alors là, c'est Erdos Miller, quelqu'un qui fait c'est une boîte qui fait du LabVIEW, entre autres, et qui a bossé un peu sur la thématique Data Lake, et il présentait un petit peu sur l'intérêt du métier. Nous, on se situe sur ce petit graphe, je le trouvais assez intéressant. Donc en orange, j'ai surligné ce qui fait partie de nous, de la manière classique qu'on a de gérer la bio: acquérir, analyser et présenter les données. Et en dessous, on trouve les choses qui sont un peu importantes pour des services opérationnels, donc avec qui on peut se retrouver à devoir travailler. Donc l'analyse du quantitatif, du qualitatif, les paramètres, les métriques. Alors on peut parler aussi de KPI. Nous, on a eu ça plusieurs fois chez un client. Enfin, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit KPI, mais qu'est-ce que c'est? De quoi il parle? Et donc, voilà, ça peut être important pour certains services, comparaison et comparaison coût-efficacité.
Donc les décideurs peuvent être, enfin même d'autres services, hein, tout simplement marketing ou vente, peuvent être intéressés par ces métriques-là. Et justement, le fait d'avoir un data lake, ça leur permet d'arriver à ça, puisqu'on va venir stocker toutes les données, et ensuite on va pouvoir analyser les données et puis en extraire ce que l'on veut. Alors une image que j'aime bien, c'est celle-ci, qui représente ce lac de données, donc sous forme d'un lac, avec différentes sources qui viennent l'abreuver. Certaines sources qui sont structurées, d'autres semi-structurées, d'autres non structurées du tout. Donc en plus, on voit Twitter, YouTube, etc. Par exemple, des données clients, par exemple, qui peuvent aussi arriver à différentes vitesses. On imagine que des données qui viennent de Twitter vont être un peu plus lentes que des données qui viennent d'un Mantest. Et encore, je me demande si c'est la vérité, si c'est toujours le cas. Mais en tout cas, on peut avoir différentes sources de données qui vont être à différentes vitesses et différents volumes, qui vont venir alimenter ce lac, dans lesquels les données ne vont pas aller à la même vitesse. Dans un lac réel, l'eau peut bouger à différentes vitesses en fonction de la hauteur. Là, c'est à peu près pareil. Et ensuite, sortir de là pour être utilisé sur des cas d'utilisation et sur de l'analyse. On retrouve des définitions qu'on peut entendre, data as a service et analytics as a service, c'est-à-dire que les personnes vont payer pour le volume de données qu'ils sont en train d'utiliser et ils vont payer pour les analyses qui sont en cours sur leur volume de données. À la base, quand c'est bien utilisé, ça peut permettre de réduire le volume de données mobilisé à un instant T par une organisation. Ça présuppose, à mon sens, une valeur, une qualité qui n'est pas mise suffisamment en avant, je pense, par les différents services de data lake, qui est la pérennité d'une donnée. Je m'explique. Je fais aujourd'hui l'acquisition en 2023 d'une donnée. Je ne pense pas qu'elle sera pertinente dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc il y a un moment, une date de péremption à mettre sur la donnée. Ou alors, même pour aller plus loin, sur le volume de données. Et la première présentation qu'on a eue tout à l'heure m'évoquait ça aussi un petit peu sur le fait de comment on décime justement un volume de données. Aujourd'hui, j'acquiers, mettons, 1 heure de données à 1 kHz. Très bien, dans les mois qui viennent, la production, la maintenance, des experts peuvent regarder un petit peu quels sont les résultats des essais et voir ce que ça a donné. Dans 2-3 ans, est-ce que j'en aurai encore besoin? Peut-être pas. Donc il faut avoir une date de péremption sur la donnée qui va venir la faire passer à la moulinette à un moment et dire, voilà, on avait 1000 points, peut-être qu'on va garder une moyenne. Peut-être qu'on va décimer avec min-max, etc. De manière à réduire la taille. Et à terme, peut-être que 3 ans plus tard, on pourra dire, voilà, ça fait 6 ans la donnée. Le résultat du banc test il y a 6 ans, on s'en fiche, tous les produits sont sortis de la garantie, de la maintenance, on sait pertinemment ce qui s'est passé, on l'archive, on arrête. Voilà. Ou alors on la détruit. Et ce qui fait que le lac de données peut s'auto-gérer, ne pas grossir en taille beaucoup trop. Voilà. Alors, l'idée, c'est que du coup, les gens qu'on appelle les data scientists puissent explorer ces données. Donc ça, c'est un métier dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, qui est énormément lié à l'intelligence artificielle et au deep learning. Le problème, c'est que pour utiliser des algos d'intelligence artificielle, qui sont juste des algorithmes mathématiques d'optimisation sans contrainte, on va dire tout bête, il y a pas, une fois que l'algorithme existe, on n'a pas grand-chose à faire. Mais pour les faire tourner, en revanche, il faut réussir à avoir beaucoup de données. Plus ils ont de données, plus ils sont précis. C'est un petit peu pour les plus amateurs de science-fiction parmi vous, ce que l'on peut trouver dans Isaac Asimov quand il parle de la psychohistoire. Sur un petit échantillon, ça marche pas. Sur un très large échantillon, là, ça commence à marcher. Ok. Donc, ça va être pour les acquisitions. Alors, je vous ai dit que les données étaient non structurées, peut-être. C'est-à-dire qu'on peut envoyer des blobs, donc des gros objets binaires générés en LabVIEW, on peut très bien les envoyer. Mais il y a quand même, la plupart des data lakes sont quand même, disposent de balises qui vont permettre d'avoir un en-tête qui va permettre de savoir où est placée la donnée, et des balises qui sont des métadonnées, donc moi je les appelle clusters, en LabVIEW c'est plutôt ça, qui permettent de savoir un petit peu comment s'organiser, ce qu'il y a dedans, et ensuite la donnée brute en tant que telle.
Nous, on a toujours eu à cœur de bien mettre beaucoup de choses dans les balises quand on fait quand on vient stocker les données pour pouvoir les retrouver. Imaginez le lac de données, le data scientist. Moi, je reprends des analogies un peu bêtes, hein, mais c'est un peu comme un plongeur à qui on donne des palmes et puis un tuba et on lui dit bah allez, vas-y, va chercher la donnée, quoi. Pour un petit lac, pour un petit étang, on peut imaginer que ça peut le faire, mais pour le lac d'Annecy, on peut imaginer que ça peut mettre un peu de temps à trouver le bon, euh, le bon volume de données qu'il nous faut. Donc si c'est mal organisé, ça va pas le faire. Voilà. Donc il y a quand même un identifiant unique pour chaque donnée, et puis il y a quand même des marques de métadonnées qui vont être faites. Nous, encore une fois, ce qu'on avait fait avec la BIOS, c'était mettre les balises sous forme de clusters, en fait. Ça marchait très bien. Des clusters et puis des hashtags. Ça marche très bien. Dans les faits, alors parfois dans la littérature, on peut trouver data lake opposé à data warehouse, donc à la manière traditionnelle de faire. C'est pas du tout utilisé comme ça. Dans les faits, en fait, le data lake va être une étape intermédiaire et les deux vont coexister. C'est-à-dire que le data lake va prendre l'intégralité des données qui viennent d'une source de données, de différentes sources de données, que ce soit le web, que ce soit Twitter, que ce soit nos bandes tests, que ce soit des retours utilisateurs, les camions à l'intérieur de l'organisation, voilà, enfin, tout ce qui peut être dedans. Les capteurs de sécurité de la boîte, on ne sait jamais, toutes les données qui peuvent venir de l'Internet d'aujourd'hui, vont rentrer dans le data lake, vont être stockées ici temporairement et vont être sortir au fur et à mesure pour, alors ETL, c'est extract, c'est extraire, traiter et loading, charger les données, voilà, qui vont être ensuite stockées dans le data warehouse pour celles qui seront nécessaires de conserver à long terme, par exemple, et mises dans les différents data marts dans lesquels on pourra les garder. Ce qui fait que le data lake est ici une structure temporaire permettant d'accéder aux données. L'avantage, c'est la transversalité du stockage de données qui permet logiquement, enfin, idéalement, à n'importe qui dans la boîte d'accéder aux données qui devraient lui être associées. Voilà. Alors, je ne sais pas au niveau de temps où on en est, pas trop mal. Il est 17h20, t'as une dizaine de minutes encore. C'est parfait. Donc, je n'allais quand même pas vous laisser sans mettre quelques exemples de choses auxquelles on peut être confronté. Ou quelques exemples d'utilisation d'ailleurs du data lake. Alors, là, j'en ai pris 4. Alors, si vous développez un petit peu, j'en reparlerai plus tard, mais il y a on va dire un framework et une machine serveur Adobe qui permet qui est en fait un data lake open source qu'on a déjà rencontré et que nous on a pu attaquer avec des fonctions de base SQL. Donc tout simplement en envoyant des trames, lui il pouvait stocker. Donc il fallait lui mouliner un petit peu, mais ça a fonctionné. Donc ça fonctionne sous Linux. Plutôt pas mal. On est représenté par un petit éléphant jaune, c'est tout mignon. L'université de Cardiff a fait quelque chose d'assez intéressant. Ils ont créé un framework My Personal Data Lake pour leurs étudiants, de manière à ce que chaque étudiant ait son propre petit lac de données dans lequel il peut venir piocher pour ses études. C'est une expérimentation qu'ils ont commencé en 2021, donc il faut voir ce que ça va donner. A priori, ça peut leur permettre d'accéder à beaucoup de choses et de stocker leurs résultats, de pouvoir accéder à leur mémoire en ligne un petit peu en tant qu'étudiant. Plus proche de nous, le compteur Linky, alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, mais c'est aussi un petit peu de l'Internet of Things et il y a une notion de data lake derrière où les données arrivent à un endroit et les données vont être stockées, là pendant quelques temps, ils sont accessibles pour faire du traitement de données, du machine learning et du deep learning sur les utilisations en France métropolitaine de l'électricité, de l'énergie, ce qui est un peu nécessaire pour tout ce qu'on veut faire comme analyse et économie d'énergie à grande échelle. Voilà. Et enfin, Amazon S3, qui est le système le plus utilisé de data lake aujourd'hui, à ma connaissance.
c'est un service voilà, de stockage cloud qui permet de le faire. Alors, je veux pas, j'ai pas d'action chez Amazon, hein. C'est pas mon truc, mais je trouve que comme c'est l'un des plus visités, je me suis dit que c'est pas quand même le coup que j'en parle un petit peu plus que du reste. Et chez les clients, en fait, bon, pour rien vous cacher, il y a un client qui est dans l'automobile chez qui j'ai été confronté à ce système-là. Donc, c'est plutôt celui dont je parle là. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir, donc là, pareil, celle-ci de gauche à droite, on va avoir tout un ensemble de données qui vont arriver dans, alors, mettre ça en forme de bucket, on retrouve la notion d'eau encore, enregistrer les données qu'on va pouvoir gérer ensuite selon nos besoins et derrière venir coller l'intelligence artificielle, de l'analyse et du machine learning. Donc forcément, eux, ils essaient de vendre leur soupe, hein, AWS. Donc c'est bon, on l'a fait, ça a fonctionné, mais il y a quand même comment dire, ça présuppose quand même un ensemble d'étapes, de technologies et de savoir-faire qui dépassent l'IT traditionnel. Alors l'utilisation de tout cela. Alors beaucoup utilisé dans les marketing et médias, bien évidemment, puisque vous avez vu que ça prend tout ce qui est Internet, tout ce qui peut venir d'Internet, donc ça leur permet de bien nous segmenter, de savoir qu'est-ce qu'on va acheter chez Amazon bientôt. Alors pour la petite histoire, alors on avait fait nous à la maison un essai pour voir un petit peu dans quelle catégorie on était segmenté, parce qu'on avait retrouvé leur truc, et à partir de données génériques de nos vies, on avait vu qu'on était dans une catégorie qui s'appelle Kids and Chardonnay. Donc déjà on s'est dit ça nous on ne boit pas tant que ça quand même, voilà. Mais bon, on s'est dit oui, pourquoi pas. Et en fait, ce qu'ils avaient, le texte qui était avec nous, enfin le texte qui décrivait le foyer, mais à la fin, mais je flippais tellement c'était proche de la vérité. Et ça marche très très bien. Alors, on peut être content ou pas content que ça marche, mais bon, en tout cas, ça fonctionne bien. Dans le secteur industriel, on voit de plus en plus la collecte des données dans les usines, sur les chaînes de montage, etc., pour lier des environnements de fabrication. Donc ça, c'est nous, on est pour le coup en plein dedans. Il y a aussi tout ce qui est usage fait des produits pour fiabiliser, optimiser le produit. Nous, on a vu des applications avec Diadem. Et du coup, une fois qu'on a les données, on peut venir les exploiter. Et Diadem le fait plutôt pas mal. On avait vu des choses qui permettent de fiabilisation des produits, de recherche, qui prenaient aussi des données qui venaient de la ligne de production et du banc de test, donc des essais qui avaient été faits sur le produit. Et Internet of Things, donc c'est de la collecte massive de plein de données, beaucoup de volume d'informations. Et il y a beaucoup de boîtes, d'organisations qui essayent de systématiser le machine learning à grande échelle. Je ne suis pas fondamentalement sûr que ce soit une bonne chose, mais bon, le fait est que c'est là. La motivation, c'est surtout d'optimiser, d'améliorer leur service et leurs produits. Hein. In fine, c'est ça, puisque c'est un petit peu leur dada, leur leitmotiv, et donc de faire en sorte de saisir les opportunités que ça représente et que la donnée représente. Il y avait une phrase que j'avais mis à l'époque dans une présentation, c'est l'or noir du 21e siècle, c'est la donnée. Et donc, savoir qui dispose et qui utilise de cette donnée dit qui a la richesse qu'on peut en trouver. D'où le fait qu'il est important, petite digression, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien faire ça.
Petite digression, c'est pour ça que c'est important d'avoir la donnée libre aussi, notamment là en France, avec tout ce qui est au niveau des régions, départements et États, avoir accès à nos données et savoir un petit peu ce qu'on fait. Voilà. Et en Europe encore, on n'est pas trop mal puisqu'on est censé être à peu près protégé. Ok. Alors les bénéfices du data lake, il y a quand même déjà la transversalité, dire que n'importe où, un collaborateur de l'organisation peut accéder aux données qui peuvent lui permettre de trouver des choses intéressantes pour son métier, c'est quand même censé être bien. Pouvoir optimiser les processus, pouvoir fiabiliser les produits, pouvoir améliorer les conditions de travail aussi. Ça peut faire partie des choses qui ont été mises en avant pour défendre le concept. La rapidité de stockage des données, on n'a pas à faire de pré-traitement, on prend la donnée, boum, on la balance. On n'a pas à la mettre au format un petit peu contraint qu'on peut nous mettre en face de nous. Ça peut grandement accélérer les choses de notre niveau, c'est-à-dire du niveau génération de données. Il y a un petit côté aussi duplication, fiabilisation de la sauvegarde des données, puisqu'elle est sur une espèce de cloud, donc du coup, logiquement, elle est dupliquée, elle est sauvegardée, et elle est inaltérable. Et donc là, c'est le cas où tout se passe bien évidemment, transparence, amélioration. Là, on voit l'image de ce magnifique lac tout calme, avec l'eau bien claire qui donne envie de se baigner. C'est merveilleux. Alors, il y a quand même quelques points noirs. Ça, à l'époque où j'avais fait la première fois ma présentation, cette phrase n'avait pas encore été dite. Les data lakes sont tout simplement maléfiques. Alors là, c'est un peu puissant, mais il y a de vraies problématiques. Lui, Adam Gray, en fait, sa boîte Bachot, c'était travaillait sur les data lakes justement. Donc c'est un peu important. Et ils ont mis au point un code open source NoSQL. Ils ont mis en fait, quand ils ont fermé Bachot, ils l'ont mis en ligne et disponible pour tout le monde, voilà, à utiliser si on veut gérer ses propres serveurs. Lui, il pensait que, au final, après son expérience, il pensait que c'est quand même mieux de bien organiser les données et puis bien de les architecturer. Qu'il faut les collecter, les explorer, les transformer selon le schéma et un plan organisé. Sinon, on va avoir la redondance, on va avoir des données qui ne vont servir à rien et on va pas réussir à vraiment extraire la valeur des données. Donc, lui, il était beaucoup plus pour la centralisation et du contrôle sur ce que l'on faisait. C'est surtout le fait qu'ils sont dépourvus de règles et donc qu'ils peuvent très rapidement devenir coûteux. Et que la valeur qu'on va obtenir au final est minime par rapport à ce qui aura été promis. Je vais vous donner un exemple. Je repense cet exemple dans l'automobile. Bon, là, je vais dépasser le temps. Ouais, mais j'aime bien donner les exemples. Exemple dans l'automobile. Ouais. Ok, donc dans l'automobile, en fait, la personne que j'avais en face de moi, alors il y avait un mec un peu plus technique, chercheur, labo, et puis un autre qui était un peu plus chef de projet, directeur de division. Et à un moment, le chercheur, il voulait que j'enregistre tout dans leur data lake sur AWS, donc sur Amazon, quoi. Et à un moment, je lui dis, mais vous vous rendez compte, quoi? Enfin, vous voulez que j'enregistre tout, mais ça fait beaucoup quand même de choses que vous voulez. Vous avez fait des acquisitions sur je ne sais plus combien de voix à 10 kHz quand même. Ouais, mais je m'en fous, allez-y. Alors je commence à faire un petit calcul de quanta et je dis, bah mais bon, là, par jour, ça va vous faire tant de données. Enfin, niveau coût, vous êtes sûr que c'est bon? Et il dit, ouais, on stocke tout et tout. Et là, soudain, j'ai juste réveillé il devait être un peu endormi c'était une longue réunion, hein. Et le chef de projet qui se réveille, il fait, qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. Oh là, on va peut-être pas tout enregistrer, parce que je commence à dire, attendez, vous voulez tout foutre sur le truc, enfin, ça va vous coûter une blinde, quoi. Enfin, moi, si vous avez des millions à mettre par mois à Amazon, je veux bien, hein, mais voilà, donc c'est au moment où j'ai commencé à parler de tout ça, du coût, etc., où là, ça commence, soudain, les ambitions, on disait, non, mais 1 point par jour, ce sera bien, hein. Ah, voilà, bon, c'est un peu différent, voilà. Voilà, donc faut faire attention à ça. Il y a tout ce qui est sécurité aussi qu'on peut mettre en avant. Est-ce que
Est-ce que les données seront bien sécurisées? Est-ce que je vous ai dit, c'est transversal, donc est-ce que vraiment tout le monde a besoin d'accéder à tout? J'en suis pas convaincu et je suis pas sûr que ce soit une bonne chose non plus. Là, j'aime bien cette image-là. C'était sur le JDN que je l'avais vu et donc je m'avais été mise de côté. Là, on voit deux gros pipelines qui déversent de la donnée à pleine balle dans un flow. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver la donnée? Est-ce qu'on va bien l'exploiter? Est-ce que le fait de ne pas avoir d'hierarchie dans la donnée, ça va pas plus confondre les gens et empêcher sa bonne exploitation et empêcher l'extraction de valeur? Un autre truc, c'est que finalement, ce soit tellement de données que ce soit complètement à l'abandon. C'est-à-dire que ce soit comme un musée plein de magnifiques œuvres, mais avec personne à l'intérieur. C'est-à-dire que, il y a des données, mais on n'a pas les compétences, on n'a pas le temps, il y a trop de choses à faire et du coup, on n'y va jamais. Donc voilà. Donc ça, c'est typiquement, ça c'est quelque chose que j'essaie d'en parler aux clients parfois quand on me demande d'enregistrer plein de données. Mais là, on sort du data lake juste au niveau de l'enregistrement. Je dis, mais pourquoi vous voulez autant de données parfois, ou pourquoi vous voulez en sauvegarder autant en fait qu'est-ce que vous allez en faire? Et parfois, le truc, c'est non, parce qu'on peut. On peut, donc on doit. C'est voilà. C'est un peu le cas. Donc, j'essaie d'accélérer hein, parce que je vois que je suis un peu à la bourre. T'en reste beaucoup. Il t'en reste beaucoup Oh, une soixantaine. Ok. Non, Bon, bah, on est proche de la fin. On est proche de la fin. vas-y. Il y a plusieurs problématiques qui peuvent arriver. C'est ce qu'ils appellent les data swamps et les data graveyards. C'est-à-dire c'est l'endroit où les données vont pour mourir. C'est-à-dire qu'elles sont balancées dedans, toutes les sources, et puis plus personne ne va jamais les voir, ne plus jamais y accéder. Elles ne sont pas exploitées, elles sont périmées. Là, je vous parlais encore de la péremption, de la péremption sur des données qui est importante, mais aussi le manque de compétences. Ça, c'est un problème que je peux y voir. Donc, avant, pour exploiter des données, pour maintenir un data warehouse, vous avez besoin de techniciens, vous avez besoin de bac plus 3, bac plus 5, pas de problème. En machine learning, avec les data lakes, il vous faut beaucoup plus de personnes avec beaucoup plus de compétences derrière. Et donc, ça peut être un gros problème de coût et de recrutement pour les boîtes, surtout en ce moment. Donc, on avait parlé pour leur exploitation dans la première présentation, mais là, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui parce que c'est pas trop le temps, ni les compétences d'ailleurs, du machine learning. Donc là, c'est plutôt, il faut des data scientists, mais ça veut dire qu'il faut les trouver, qu'il faut les former, qu'il faut les garder, que quand ils partent, il peut y avoir des pertes de compétences. Il y a Diadem aussi, possibilité de lire à peu près tout type de données, on peut ajouter des plugins ou faire des logiciels maison. Après, c'est venir récupérer les données, puis les mouliner. Voilà, derrière. Concrètement, des choses qui sont pas mal utilisées. Alors je sais, c'est pas forcément les boîtes les plus adorées au monde, mais bon, sur le marché. Hein. Donc il y a le Microsoft Azure et AWS d'Amazon qui sont pas mal utilisés pour gérer ce genre de services. Donc la donnée en tant que service et l'analyse en tant que service. Et ils ont déjà des choses un peu existantes là-dessus. Voilà. Alors, en LabVIEW, on a un toolkit fait par Eni pour communiquer avec Amazon Service, qui fonctionne pas trop mal et qui justement permet de dialoguer avec les outils dont je vous ai parlé aujourd'hui. En LabVIEW, alors ça c'est pas Eni, c'est Phalanx. On avait développé ça, on a développé MindSphere. Là, c'est pas pour dialoguer avec Microsoft et Amazon, mais avec le cloud Siemens qui s'appelle MindSphere. Et donc, on avait développé des fonctions qui permettent de LabVIEW d'aller attaquer le cloud Siemens et inversement. Donc, on vient déclarer ces différentes son cluster de données et on vient les balancer dans le cloud et puis on les voit évoluer. Donc là, d'un côté, on voit un VI de démonstration et puis ce qui arrive en parallèle sur le cloud Siemens, et ça marchait pas mal. Donc là, on est vraiment dans l'Internet of Things et dans le fait qu'on puisse communiquer. Alors, pour la petite histoire, ça n'avait pas forcément trop plu aux deux boîtes Siemens et National Instruments à l'époque qu'on fasse ce plugin. On les sentait moyennement emballés, quoi, de dire on peut dialoguer avec le confrère.
je sais pas si le fait que maintenant ce soit Emerson, ça va changer beaucoup de choses. On verra. Je réaborderai le truc quand on va aller voir, là. Je réaborderai le truc pour voir tâter un peu le terrain, voir si, si on est un peu plus dedans. En tout cas, voilà, ça marche bien, ça permet de communiquer. Tant que j'y suis, je vais parler de Eni. Eni a aussi sa solution Skyline. Alors, je n'ai pas mis de slide dessus parce que j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. Et je ne sais pas ce que ça vaut ni comment on envoie les choses, mais je suppose que ça doit être bien intégré dans la bio. Enfin, faut espérer. Mais ça vaut le coup enfin, je me suis juste mis une note de vous en parler quand même. Et d'ailleurs, si quelqu'un a déjà utilisé, ça m'intéresse, hein, au passage. Là, je vous avais dit que je vous reparlerai de Hadoop. Donc, il y a tout un tas d'écosystèmes autour qui existent pour justement, si vous êtes un peu calé en Apache, en Linux, pouvoir le mettre en route et puis avoir votre propre petit système de data lake qui peut fonctionner avec ça. Voilà. Il y a tout un écosystème qui s'est développé autour, c'est plutôt une communauté vivante, on va dire. Alors, les problématiques, les points de vigilance qu'il faut avoir, en tout cas à aborder avec un client ou avec quelqu'un qui voudrait s'y mettre. Sécurité des données, comment vous faites pour être sûr qu'on est bien. La RGPD, parce que, un cas bête, hein, mais vous avez des opérateurs sur une ligne de production, vous avez leur nom, leur prénom, bah déjà, ça peut rentrer dans la RGPD, donc il faut aussi qu'il y ait une date de péremption sur ces données. Data scientist versus data engineer, quand on veut avoir un système plus complexe, pour le maintenir, c'est encore plus compliqué. Le coût, donc là, je vous avais donné un exemple de client qui ne réfléchissait pas trop au coût au début. Il y a des tailles d'espace nécessaires et la latence en post-traitement qui est aussi importante, c'est-à-dire que avec le data lake, on gagne du temps quand on balance les données dans le lac. En revanche, quand on va venir la réexploiter, c'est là qu'on risque de perdre du temps et où il va falloir avoir de bonnes moulinettes. Voilà. Je vous ai mis dans la présentation plein de références si vous voulez creuser, aller plus loin et passer de bonnes soirées à lire tout ça. Il y a des choses assez intéressantes. Et tout à la fin, il y aura un petit glossaire, mais qui prend quelques terminologies. Alors, j'ai été un peu plus vite sur la fin pour aller jusqu'au bout. Alors, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Voilà, moi j'en ai terminé sur ce sujet. Écoute, merci Jean-Philippe. Un petit plus 10, en commençant légèrement en avance. Bien joué. Il y avait quelques réactions avec l'histoire de Data Lake de Chardonnay, mais je pense qu'on était un petit peu hors sujet. Ah oui. Le Kids and Chardonnay a fait réagir. Pour les blagues, Ah, pour d'accord. l'essentiel. Ouais, Je me demandais tout à l'heure s'il y avait besoin d'être sous acide pour appréhender le sujet, mais voilà. Ouais, ça Bref. aide. Donc, il y avait un défi pour les blagues pourries de Lucas. Bon. Voilà. Cyril qui note qu'ils avaient sondé Skyline de Eni il y a 2 ans et que la peinture n'était pas sèche. Voilà. Enfin, c'était pas sec, j'en déduis que la peinture était encore fraîche. Voilà, que c'était pas tout à fait, que ça mérite un peu plus. Il y a Loïs, pardon, qui cherche à réagir. Je t'invite à ouvrir le micro. Oui. Oui, voilà, moi j'ai un peu testé la solution pour Amazon là, avec le toolkit que tu montrais tout à l'heure. Mm. Donc voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais en termes de fonctionnalité. Mais après, j'ai rencontré quelques petits soucis je trouvais de performance qui était quand même. Je m'attendais à mieux pour ce qui est de télécharger déjà et d'uploader les données. Je m'attendais à quelque chose de plus rapide. Alors, je ne sais pas exactement l'origine encore. Et aussi, notamment pour, par exemple, rescanner le data lake et puis filtrer et ressortir les fichiers qui correspondent aux tags que j'avais renseignés. Avec les fonctions de base en fait du toolkit, c'était pas enfin c'était très long en fait. Du coup, on en est arrivé, par exemple, à utiliser des méthodes avec Elasticsearch et tout, qui étaient beaucoup plus performants, mais qui étaient un peu plus durs à mettre en place. Je voulais savoir si tu avais eu aussi ces problèmes de performance et si tu avais utilisé des méthodes particulières pour ça. Alors, merci beaucoup pour la question. Oui, on a eu des problèmes de performance, mais pas que avec Amazon, avec Siemens aussi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des hauts et des bas de performance en fonction de l'heure de la journée et du jour de la semaine, et qui était cyclique. Donc, on s'est posé des questions de charge. Alors, on avait posé des questions au service technique et la réponse, ça avait été non, il n'y a pas de problème. Bon, on n'a pas été
hyper emballé par la réponse, ni très convaincu. On avait... alors, j'allais dire c'est con, j'aurais aimé que mon collègue Aurélien soit là parce qu'il avait pas mal bossé sur ça sur Siemens justement. Sur le cloud Amazon, il n'y avait rien qu'on puisse faire. De toute façon, les choses étaient relativement verrouillées. Donc, hormis attendre entre minuit et 1h du matin en Californie pour envoyer les données, il n'y avait pas de grosses solutions. J'ai envie de dire que bêtement, à partir du moment où tu adresses le cloud, tu es dépendant de l'infrastructure et du trafic global. Donc Ouais. là où tu t'inquiètes, on va dire, moins de maintenir un serveur, de le monter, de tout ce que tu as, il est effectivement chez un Amazon ou quelqu'un d'autre. Mais voilà, il y a la taille du tuyau et l'occupation du tuyau pour communiquer avec tout ce petit monde qui rentre en ligne de compte. Plus les D'accord. assez naturellement, c'est juste une histoire de tuyau à un moment donné. Oui. Ce qu'on avait vu avec Siemens aussi, c'est qu'ils ont un système de jetons et de cryptage pour sécuriser les échanges. Et en fait, avec Aurélien, enfin, on va dire sans le faire exprès, mais à un moment, on a envoyé un truc complètement. On a fait sauter le cryptage. Je sais même pas comment on a eu l'autorisation de le faire ça. À un moment, ça a juste disparu. Puis on avait genre un jeton éternel. Comme tu disais, la peinture devait pas être fraîche non plus du côté de Siemens, quoi. Et là, on s'est mis à écrire. Là, on s'est dit, là, ça envoie bien, quoi. Donc en fait, mais après, on s'est rendu compte que c'était pas le comportement normal du truc, quoi. Mais en fait, on a dû se retrouver dans un super utilisateur. Il n'y avait plus de sécurité, il n'y avait plus rien pendant. Ça a duré 2 jours, quoi. Puis après, c'est revenu à la normale où ils disaient prenez un jeton et puis attendez comme tout le monde. Mais là, ça marchait bien. Donc je suppose qu'ils ont aussi des services premium, on va dire, qui permettent d'avoir ce genre de bande passante plus généreuse. Voilà. Chose que pour de l'IoT, tu n'as pas forcément envie de payer. Quand tu as des milliers de trucs qui doivent envoyer des infos, c'est pas top. Voilà. J'ai pas de meilleure réponse que ça. Désolé. Merci, c'est très bien.